Bienvenue à la rétrospective Cinéma français sous l'occupation. Évidemment, vous êtes venus nombreux pour le film sans doute le plus célèbre de l'époque, et puis en plus, des films français, toute époque confondue, les plus prisés par les Français eux-mêmes. Donc, bravo. Et je laisse la parole à Jean Hollet-Laprune, qui est un très bon spécialiste de cette époque, qui a travaillé notamment sur les films de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français. Bonjour. Je vais essayer d'être relativement concis, car vous en prenez quand même pour plus de 3 heures du film de Marcel Carné et Jacques Prévert. C'est un film qui a été commencé au mois de février 1943, qui sera projeté au mois de mai. Il sortira au mois de mai 1945, mais il est projeté au mois de mars 1945. C'est-à-dire qu'il a à la fois un pied dans l'occupation et un pied dans la libération. Côté occupation, Arletty, et la vedette ne sera pas l'avant-première du film puisqu'elle a été incarcérée, on le sait. Qu'un des comédiens, Robert Le Vigan, quittera le film pour rejoindre un peu plus tard Céline et partira en exil. Et surtout, c'est un film qui est une coproduction avec l'Italie mussolinienne, avec une coproduction entre un producteur qui s'appelait André Polvé et la société Scalera. Et côté occupation, le film est également représentatif dans la mesure où tous les participants ont raconté que de temps à autre, un directeur de production quittait le tournage pour partir dans le maquis, que la Gestapo arrivait et arrêtait devant tout le monde un figurant, par exemple. Et surtout, vous allez voir dans quelques instants apparaître sur le générique la mention « dans la clandestinité » qui est appliquée au décorateur Alexandre Troner et au musicien Joseph Cosma, qui tous les deux, l'un et l'autre, s'étaient réfugiés dans le sud de la France et qui, pour des questions de loi raciale, étaient obligés de travailler dans la clandestinité avec des décorateurs ou des musiciens qui étaient leurs prête-noms. En fait, c'est un film qui n'aurait jamais dû exister. Car faire des films sous l'occupation, c'est-à-dire c'est une période qui est relativement brève, en fait. C'est une période qui va du mois de février 1941 jusqu'au mois de mars 1944, c'est-à-dire à peu près 37-38 mois. Il fallait vaincre la censure allemande, qui ne tolérait pas toute apologie nationaliste et toute ambition. C'était réservé au cinéma allemand. Or, le film, là, qui est une des rares superproductions, vante tout ça, justement. Il fallait vaincre la censure de Vichy, qui était assez différente, qui ne tolérait pas tous les écarts par rapport à la morale. Là, vous allez trouver des situations assez scabreuses. Vous avez un homosexuel, enfin un certain nombre de choses qui étaient mal appréciées. Et il fallait vaincre toutes les difficultés matérielles sans nom. Dans les studios de la Victorine, où le film a été tourné, il y avait des journées qui étaient consacrées, du directeur du studio jusqu'aux plus humbles personnes, à chercher des clous pour les récupérer. Une des scènes, vous n'y ferez peut-être pas attention, mais une des scènes qui a été le plus remarquée, c'est au début de la deuxième partie, c'est l'air de rien, mais c'est Pierre Brasseur qui mange un poulet. Il attrape une cuisse de poulet et il fallait trouver un poulet, il fallait manger le poulet. Tout le monde a remarqué le poulet à cet endroit-là. C'est anodin, mais c'est tout à fait... L'autre chose, c'est que, en fait, il y a eu une véritable cassure dans le cinéma français sous l'occupation qui a été celle du film qui a été projeté juste avant, Les Visiteurs du Soir, au mois de décembre 1942, qui a été un véritable triomphe critique, un véritable triomphe public. Et on a l'impression qu'à partir de cette date-là, d'un seul coup, les cinéastes français ont eu envie de faire preuve d'ambition, ont envie de faire preuve de qualité, sont montés à l'étage supérieur. C'est-à-dire que l'année 1943, c'est une année où il n'y a pas beaucoup de films qui sont produits, moins que d'habitude, à peine une soixantaine. Il n'y a que des grands films à l'intérieur, que des films ambitieux. C'est Le ciel est à vous de Jean Grémillon, c'est Le corbeau de Clouzot, c'est Les Visiteurs du Soir, c'est L'éternel retour de Jean Delannoy, et ainsi de suite. Donc il y avait quelque chose dans l'air du temps. Carné-Prévert se différencie de tous les noms que je viens de citer dans la mesure où Clouzot, Becker, à juste titre, passent pour des nouveaux arrivants dans le cinéma français, que cette période leur a donné leur chance. Alors que Carné-Prévert, c'est plutôt le cinéma français d'avant-guerre où vous avez triomphé avec des films comme Le jour se lève, avec Le quai des brumes. Et donc c'est un petit peu la revanche des anciens par rapport à tous ces nouveaux. L'idée des Enfants du paradis, c'est Jean-Louis Barrault qui l'a amené. Il était en visite sur les studios de la Victorine et il venait rendre visite à Madeleine Renaud qui tournait le ciel, qui tournait Lumière d'été, pardon.
Et il s'est enthousiasmé pour un personnage qui s'appelait Jean-Baptiste de Bureau, qui était un mime authentique, et sur une anecdote qui n'est pas dans le film, donc on peut la raconter, qui était que le mime, qui était multicélèbre, il était célébré par Georges Sand, par Théophile Gautier, le mime avait tué quelqu'un. Il avait dans une bagarre, il était passé au tribunal, et tout Paris s'était déplacé pour écouter le mime enfin parler. Donc ça avait été, mais ça, c'est pas dans le film. Et d'un seul coup, il y a tous ces personnages du début 18e qui sont arrivés, personnages absolument authentiques. Frédéric Lemaître, c'est le début 19e, pardon. Frédéric Lemaître, qui est joué par Pierre Brasseur, qui avait tellement d'histoires sur son compte que, disait Jacques Prévert, on inventait de nouvelles, personne ne remarquait les erreurs. Marcel Errand, qui joue le rôle de Lassner, authentique assassin, philosophe, dandy, qui est le personnage, ça c'est Carnet qui le dira, qui est la raison pour laquelle Jacques Prévert a véritablement voulu faire ce film, il s'est plongé là-dedans. Et se rajouter donc un certain nombre de personnages fictifs, à commencer par Garance Arletty, c'est elle qui a qui a permis la production du film. Je voudrais juste dire un petit peu sur les tournages du film, parce que la préparation a été extrêmement longue. Il y a des décors, il y a des milliers de figurants, il y a des décors géniaux d'Alexandre Troner, utilisons le terme, parce qu'ils avaient à peu près une perspective de 80 mètres plus 20 pour reconstituer le boulevard du crime, le boulevard du Temple à Paris, où il y avait un certain nombre de théâtres à l'époque, de music-halls et de cafcons. Et par le jeu des perspectives, dans lequel il était un véritable artiste, et tout, on a l'impression que ces 80 mètres de plateau donnent le double. Vous allez le voir dans la scène d'ouverture, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a des perspectives absolument incroyables. Donc 6 mois de préparation, 6 mois de tournage. On commence à tourner à Nice au mois d'août 1943. Patatras, 15 jours après, les Italiens signent l'armistice. Ils étaient à Nice, les Allemands envahissent la ville de Nice. Le producteur André Paulvé n'a plus de partenaire financier. Le tournage est interrompu. Et tout le monde rentre à Paris. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a très peu de films, très peu du tournage qui a été entamé, quelques scènes. On remonte à Paris. Là, ça devient un enjeu national. Le centre du cinéma, qui s'appelle le COIC, fait tout pour essayer de remettre sur pied quand même cette entreprise emblématique par son ampleur, par son ambition. Imaginez qu'un film à l'époque coûte 6-7 millions de francs. Celui-ci va en coûter 55 quand même, pour vous donner à peu près des échelles de valeur. Et finalement, on retrouve un accord, c'est la société Pathé qui reprend le projet, on se remet à tourner au mois de novembre, tous les comédiens, sauf Robert Le Vigan, répondent présents à l'appel, et on tourne toutes les scènes qui se passent dans les théâtres, le théâtre des Funambules, les scènes d'Othello. Et là, après, toute l'équipe repart au mois de janvier, 3e tournage, à Nice, où le décor aurait dû être constitué, il y a eu un ouragan, les décors est en ruine, il faut le reconstruire, on se remet à tourner les scènes avec notamment les milliers de figurants. On interdit à Carnet de tourner les scènes de nuit parce qu'il y a un couvre-feu, donc que faire des scènes de nuit? On remonte à Paris, au studio de Joinville, où on reconstitue le Paris de la nuit avec des décors et tout, notamment pour toutes les scènes où Jean-Louis Barrault et Pierre Brasseur marchent pendant la nuit. Donc c'était un travail de 10 mois, enfin je veux dire à peu près de tournage et tout. Carnet, il le dira lui-même, a tout fait, bon, on le croira peut-être, pour que le montage de son film, qui est extrêmement complexe quand même, 2 films et tout, il ralentisse le plus possible de façon à ce que Les Enfants du Paradis soit le premier grand film français à sortir à la Libération, enfin quand il est projeté dans la fameuse soirée de gala du mois de mars. La France est libérée à 90-95%. C'est effectivement une soirée extrêmement importante où tout le monde est là, sauf que le film est tellement long que les gens sont obligés de partir avant la fin et que ça se finit devant une salle quasiment vide. À cause du fait qu'il n'y avait pas d'électricité, que le métro, donc ça arrêtait très tôt. Hein. Le film a eu un succès énorme tout de suite. Hein. C'est pas fatigué par le film. Absolument. Je voudrais juste terminer sur... effectivement, c'est une entreprise absolument monumentale. C'est un grand film du cinéma français, c'est un film d'auteur, c'est un film gonflé parce qu'il y a des personnages féminins extrêmement forts. C'est un film gonflé parce qu'il manipule 5 personnages principaux sans avoir véritablement un centre. Je veux dire, c'est les liens entre ces différents personnages qui fait avancer le film.
Et c'est extrêmement gonflé parce qu'il est un petit peu à l'inverse de je pense, de ce pourquoi on dit que c'était un film sur l'amour. Je trouve que c'est davantage un film sur les passions. Vous allez voir, les gens s'expriment essentiellement en monologue. De temps à autre, ils peuvent échanger, mais ce sont tous les monologues de Prévert et tout qui fait qu'ils se retrouvent que de temps à autre dans leur solide passion pour le théâtre, passion pour la famille, passion pour la littérature et autres. Et ils communiquent en fait relativement peu là-dedans. Je rajouterais simplement une chose. Donc Robert Le Vigan, qui devait jouer Géricault, est parti en Argentine parce qu'il avait beaucoup collaboré. Et il a été remplacé par Pierre Renoir, le frère de Claude et de Jean Renoir, et qui lui était patron du syndicat des acteurs, donc il ne risquait pas grand-chose. Il était lié à la CGT, donc à la résistance. Et je crois que vous allez voir une copie qui a été restaurée en numérique. Oui, voilà. On vous a passé pas mal de films en 35 mm, puis celui-là, c'est donc du numérique.